Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi le partage de la bande 960-1164 MHz est aussi sensible pour l'aviation civile. Tout d'abord, je vais vous expliquer la notion de communication, navigation, surveillance, CNS, qui est la clé de voûte de la sécurité aérienne. Suivant la situation, nous utilisons différents moyens de communication. Le principal moyen de communication voix à l'heure actuelle est la VHF, sur la bande 118-137 MHz, qui est très fortement congestionnée en Europe. Le haut de la bande possède quelques canaux dédiés à de la data, appelés VDN-MOL2, mais leur nombre reste très insuffisant. De la SATCOM et data pour les vols océaniques ou les remote area, et bientôt de la data SATCOM sur le continent européen avec le projet IRIS. La HF est toujours utilisée pour les vols océaniques et dans les remote area. L'OACI prévoit dans le milieu des années 2020 le déploiement de stations LDAX dans la bande 960-1164 pour répondre aux besoins grandissants d'échange de données entre le sol et le bord. Le contrôle-commande des drones de catégorie certifiée et spécifique nécessitant un lien C2 Safety pourront opérer de façon pérenne dans la bande 5030-5091 en lien terrestre ou satellitaire. La bande 960-1164, quant à elle, pourrait être utilisée à basse altitude tant que l'LDAX n'est pas déployé dans la zone. La navigation en route repose sur trois systèmes. Du GNSS basé sur du GPS et de l'augmentation comme EGNOS, du DME-DME et du VOR-DME qui permet de connaître l'azimut et la distance d'une station donnée. La navigation d'approche utilise différents systèmes qui composent l'ILS, Instrument Landing System, dont le DME qui permet au pilote de connaître exactement la distance qui le sépare du point de toucher des roues. Parfois, les techniques de surveillance sont utilisées ou complémentées pour des applications de navigation. C'est le cas de l'ADS-B qui permet aux aéronefs de surveiller en temps réel la position des aéronefs équipés de transpondeurs à 1090 ou à 978 MHz. Du TICAS, ACAS, qui est le dernier rempart pour éviter la collision entre deux aéronefs. Le TICAS donne des ordres de montée ou de descente aux différents pilotes. La surveillance est effectuée par différents systèmes suivant la situation. Pour les zones océaniques ou les remote area, nous utilisons le report de position via la SATCOM. Pour les aéronefs non collaboratifs, nous utilisons les radars primaires. Bande S pour la couverture des zones terminales d'approche, bande L pour une couverture plus large. Les futurs besoins en termes de surveillance des drones et la congestion du 1090 font que de nombreux pays européens s'intéressent à l'UAT à 978 MHz, utilisé en Amérique du Nord pour la surveillance de l'aviation générale. La surveillance basée sur le collaboratif à 1030 et 1090 MHz. Avec le Space ADS-B de la WRC-15 ou l'ADS-B Sol à 1090 MHz, qui récupère le report de la position inclus dans certains messages. Avec le radar secondaire, le WAM qui utilise la technique de multilatération TDOA pour couvrir de grandes zones où le radar ne pourrait pas être utilisé, comme les régions montagneuses. Le MLAT utilise la même technologie que le WAM, mais pour couvrir de plus petites zones comme la circulation des aérodromes ou bien les Short Final Approach. Certains pays pensent que la problématique des audio PMSE dans la bande 960-1164 est la même que celle des vidéos PMSE dans la bande 2729 GHz, alors que cela n'a rien à voir du tout. Dans le tableau, vous trouverez la liste des systèmes aéronautiques utilisés dans ces deux bandes. Dans ce tableau, vous trouverez les systèmes utilisés par le contrôle aérien, ce que nous appelons ATM, Air Traffic Management. Dans ce tableau, vous trouverez les systèmes utilisés par les aéronefs. Remarquez qu'aucun système embarqué n'utilise la bande 2729 GHz. Dans ce tableau, vous trouverez les systèmes utilisés par le pilote. Remarquez que le pilote n'utilise pas la bande 2729 GHz. Dans ce tableau, vous trouverez les systèmes futurs utilisés par les pilotes. Vous remarquerez que la bande 960-1164 sera de plus en plus utilisée par l'équipage. Étude statistique des crashs aériens. Vous remarquerez que la majorité des incidents ont lieu quand le taux d'occupation du pilote est important, et notamment en phase d'approche finale. Ce tableau montre que la part de responsabilité du pilote dans les crashs aériens reste quasiment constante au cours des décennies. La fatigue est la cause majeure des accidents. Mais dans les faits, tous les accidents sont dus à une accumulation d'événements sans lesquels l'incident n'aurait pas eu lieu. L'analyse d'un incident par le biais des plaques de Risson illustre parfaitement cette constatation. Un événement extérieur peut avoir un impact sur la couche du pilote, comme par exemple une augmentation du stress, une déconcentration ou bien un allongement des prises de décision. Pour mémoire, aucune interférence dans la bande 2729 GHz n'aura d'impact sur la couche pilote,
alors qu'il y aura un impact pour une interférence dans la bande 960-1164 MHz. Pareil pour les systèmes futurs. L'utilisation de la bande 960-1164. Voici les différents types d'aéronefs. Drone, aviation générale, aviation d'affaires, aviation commerciale. On retrouve les différents systèmes utilisant la bande. L'UAT est fortement envisagé pour l'aviation générale et la surveillance des drones dans les zones de trafic. Le WAM et le MLAT à 1030 Ground to Air et 1090 Air to Ground pour la surveillance des zones difficiles. L'ADSB à 1090 MHz et le Space ADSB pour les autres zones non couvertes par les radars secondaires. Les DME et TACAN pour faire de la navigation DME-DME. Je rappelle que du point de vue d'un aéronef civil, un TACAN est équivalent à un DME. Le radar secondaire interrogeant à 1030 MHz et attendant une réponse de l'aéronef à 1090 MHz. Le TICAS-ACAS qui est le dernier rempart pour éviter une collision. Que se passerait-il en cas d'interférence sur la bande 960-1164? Traitons d'abord le cas des fréquences 1030 et 1090 MHz. Ces deux fréquences sont la clé de voûte de la surveillance, et toute interférence aurait un impact direct et immédiat sur le pilote et le contrôle aérien. Ces deux fréquences sont considérées comme un sanctuaire par l'aviation civile. Que se passerait-il en cas d'interférence sur les DME? Un avion interroge un DME channel 100Y à la fréquence 1124 MHz. Le DME lui répond sur 1061 MHz. Prenons un interféreur sur 1124 MHz. Même si l'interféreur est proche du DME, il pourra continuer à communiquer sans se rendre compte qu'il brouille. Par contre, le DME n'entendra pas les interrogations de l'aéronef, et donc ne lui répondra pas. Jusqu'à un certain point de brouillage, le DME ne se rendra même pas compte qu'il est brouillé. Le pilote pensera alors que le DME est hors service. Même chose pour un interféreur sur 1161 MHz proche d'un aéronef. Cet exemple met en lumière plusieurs problèmes. Les réponses du DME à 1061 MHz n'auront aucun effet sur l'interféreur transmettant à 1124. Les interrogations avions n'auront aucun effet sur un interféreur transmettant sur 1061 MHz. L'interféreur peut brouiller sans s'en rendre compte. Les DME peuvent devenir sourds aux interrogations des avions les plus éloignés sans s'en rendre compte. L'aéronef n'entendra pas les réponses du DME et le pilote pensera que le DME est hors service. L'occurrence de ce genre d'incident est plus forte quand l'aéronef est près du sol, c'est-à-dire en phase de décollage et d'atterrissage, période pendant lesquelles l'équipage est fortement sollicité. À ce moment-là, la priorité d'un pilote n'est pas de reporter des incidents, mais de rester concentré au maximum pour continuer à voler, même en situation dégradée. Pour un aéronef interféré volant à 300 mètres d'altitude, l'horizon radio est de 72 km. Cela signifie que l'interféreur à identifier se trouve sur une surface de 16 000 km². Comment imaginer pouvoir identifier et stopper dans des délais acceptables cet interféreur? Dans l'analyse des risques, tout impact sur l'environnement du pilote est considéré comme hautement accidentogène. La bande 960-1164 a un impact direct dans l'environnement du pilote. Son partage nécessite une longue et minutieuse analyse des risques. Pour qu'un partage soit acceptable, d'importants moyens de mitigation devront être mis en œuvre pour éviter le moindre impact sur l'environnement du pilote.